l'Opéra de Montréal nous propose un huis clos avec cet opéra, théâtre aussi, beaucoup de théâtre, Enigma, qui prend l'affiche d'ici quelques jours, quelques heures à peine. Alors pour ça, on a deux ténors, et c'est très rare qu'on a l'occasion d'interviewer deux ténors. Jean-Michel Richer, Antoine Bélanger, bonjour et bienvenue. Salut, salut. Bonjour. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est difficile d'avoir deux ténors? Parce que Bonne l'accent, question. Non, 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 loin de là. C'est une question, de toute façon, je pense, la voix de ténor chez les hommes, c'est toujours un peu celle qui est la plus, comment dire, faut que je fasse attention pour que mes Recherché. collègues Pardon, oui, oui, ben c'est ça, Recherché, on va dire. rechercher. Oui, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Rechercher. Et souvent, dans la conception d'opéra romantique, etc., on en met un à peu près par rôle. Puis des fois, on va en rajouter, mais les ténors, déjà là, c'est pas une voix qui est très répandue, malheureusement. C'est pas facile à gérer tout ça. Et il doit y avoir une petite partie là-dedans qui fait que il y en a pas beaucoup non plus. Alors, quand on réussit à en avoir un, on le met et on le garde, puis c'est réglé. On n'essaie pas d'en mettre d'autres parce qu'on n'en trouvera pas, généralement. c'est amusant. Mais dans le cas, oui. Et en même temps, Enigma, il faut mettre la table. Oui, c'est Jean, un texte d'Éric Emmanuel Schmitt, la musique de Patrick Bergen. Euh, Jean-Michel, parle-nous un peu de l'histoire d'Enigma. Enigma, c'est, comme on l'a dit, c'est un huis clos. Ça se passe sur une île recluse dans la mer au nord de la Norvège. Et c'est un auteur qui est joué par Antoine qui vient de publier un roman qui s'appelle L'amour inavoué. Et ce qui est particulier de cet auteur-là, c'est que ça fait 10 ans qu'il est reclus sur son île, que c'est un ermite. Donc, il publie ses affaires, il envoie ses trucs, il se fait livrer de la bouffe, mais il parle à personne et il accorde encore moins d'entrevues. Et là, pour une raison qu'on ne connaît pas, il accepte de donner une entrevue à mon personnage, qui est Larsen, et qui est un journaliste, mais d'un petit bled perdu. Fait que c'est un peu comme si Danny Laferrière, il vivait sur une île au nord, dans la baie du Tson, puis il accordait une entrevue à un journaliste du quotidien de Saint-Louis du AA. Donc, OK, ça part de même. c'est bien À peu résumé, près ça. Antoine. Oh, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et Ouais. ce qui est particulier avec l'entrée en matière, c'est qu'il arrive par bateau, le journaliste, c'est très évoqué là, dans la musique. Il arrive par bateau, puis dès qu'il touche les pieds sur l'île, ben, l'auteur, il prend son 12, puis il tire dessus. Fait, fait que là, on commence cette entrevue-là, cette prise de connaissance entre ces deux personnes-là. Vraiment, ça donne le ton à l'œuvre. Ils s'aiment pas, ils n'ont pas grand-chose en commun, mais pourtant, il y a quelque chose qui les unit dans l'univers, puis eux, ils sont pas certains de savoir c'est quoi, mais ils ont une idée, puis ils veulent pas trop le dire, puis le public, lui, il sait pas encore, puis c'est au fur et à mesure que la pièce avance que ben on découvre en fait ce jeu caché entre ces deux personnages-là qui normalement voudraient pas se parler, mais qui se sentent forcés par une force plus grande que eux de le faire. Musicalement, Antoine, on peut s'attendre à quoi avec la musique de Bergen? De Patrick Burgan. Bergen. Écoutez, c'est une musique qui est très, très belle. Et puis, ça me fait penser à certains moments un peu la musique, l'impressionnisme, du post-romantique un peu. Il va y avoir un peu de Bartok dans les sonorités, musique de film, des trucs comme ça. Donc, c'est une musique qui est très mélodique dans l'écriture. Puis, il y a une construction dans la musique qui est très précise pour chaque personnage. Il y a des intervalles qu'on va faire pour nous désigner ou désigner les autres et vice-versa. Non, c'est très bien construit. Mais au niveau des sonorités, comme je vous ai dit, là, avec les auteurs que je dis, ça ressemble à ça. On a des moments même,
même au début, tiens, il y a des moments qui me faisaient penser un peu à la Panchoula de l'Ouest. Puis non, c'est une musique qui est très riche, très belle dans les sonorités, puis dans le choix des instruments. Et, Est-ce que vous non, diriez que c'est des arts qui sont difficiles à chanter pour les ténors? ben, je vous dirais, l'œuvre en elle-même est assez exigeante. Je pense que si on les met un après l'autre, si on les séparait, ça serait plus simple, mais là, parce que vous comprendrez que l'œuvre, vu qu'il y a juste deux personnages, on n'a pas le temps d'aller prendre une petite pause, puis de revenir, puis de se remettre dedans. Non, faut rentrer, il faut rester dedans, puis il faut tout faire jusqu'à la pause, et après ça, on recommence et on fait ça. Alors, c'est à ce niveau-là qu'est l'exigence. Ouais. C'est de tenir le personnage pendant toute l'œuvre. Ah oui, d'accord. Jean-Michel, Ben, tu sais, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tout ce qu'Antoine a dit, je suis d'accord avec lui. Je trouve vraiment qu'on voit tous ces auteurs, ces compositeurs-là post-romantiques. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Patrick, il a, il a complètement intégré les variations énigmatiques d'Elgar à travers l'œuvre. Parce qu'on Moi y aussi, oui. fait référence d'une façon symbolique. Hein, on ne parle pas de la machine Enigma dans l'œuvre, ça n'a pas rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a une référence poétique au fait que justement, on cache notre jeu, on dit des choses qui veulent dire autre chose, il y a un code à travers lequel on essaye de naviguer. Et Patrick Burgan a fait un travail quand même titanesque d'intégrer toute cette œuvre-là, mais de façon complètement originale à travers l'œuvre. Donc, ça donne quelque chose de très, très romantique dans sa facture, dans la façon qu'on reçoit l'œuvre. Mais nous, de notre côté, ben, des fois, on participe à montrer ces lignes-là, très, très romantique. Là, je veux dire, il y a un moment dans l'œuvre où Antoine et moi, on est des violoncelles. On reprend Ouais. exactement la même ligne. Ouais. Mais à d'autres moments, c'est l'orchestre qui fait ça. Donc d'un point de vue du spectateur, lui, il reçoit quelque chose de post-romantique. Mais nous, des fois, on est comme des instruments, puis on utilise seulement le mot. Puis le mot, ben, des fois, il n'est pas parfaitement lyrique, il n'est pas parfaitement, disons, il n'y a pas une ligne mélodique. Il va avoir une ligne plus prosodique, justement. Donc ça ajoute à la complexité de l'œuvre. Ça fait que nous, de notre côté, Là. on travaille bien fort Bon pédale. pour tenir toute cette affaire-là parce que c'est justement à l'image de la machine, c'est très complexe. C'est une œuvre qui Ouais. est complexe, mais pas à l'écoute. comme ce sont deux rôles de ténor, est-ce que Antoine, tu aurais pu jouer le rôle de Jean-Michel et vice-versa? Oui, oui. On aurait pu interchanger. C'est sûr qu'au niveau de l'âge des personnages, pardon, ben, moi, je joue le plus vieux des deux, puis ce qui est vrai dans la vraie vie, là. Puis, mais au point de vue de la partition, c'est des ténors. Je veux dire, on aurait peut-être pu interchanger. Je pense que ça serait fait ça aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, mais je pense que oui. Je pense que c'était voulu dès le départ d'avoir des voix similaires pour montrer qu'ils ont des tempéraments complètement différents, mais qu'il y a quelque chose qui les unit. Et moi, je pense que le Ouais. compositeur il a décidé que ben, ils vont être unis par leur voix, ils ont la même tessiture, ils se ressemblent, puis il y a quelque chose dans l'imaginaire collectif de la diva, du fait que les ténors, c'est les premiers rôles, ils ne partagent pas, blablabla, tout ça, alors que bon, c'est tout à fait faux. Faux. Parce que justement, on n'est jamais en compétition, on chante jamais Ben ensemble. oui, alors, Donc, c'est ça. C'est ça qui est drôle, tu sais. Bon, deux sopranos, ça, on voit ça souvent, souvent. Bon, les autres, je veux dire, on va être en compétition avec nous-mêmes, c'est un peu plate. c'est ça. Alors, écoute, il y a une dimension, on ne peut pas passer à côté, il y a une dimension théâtrale très importante. Oh, Vous êtes d'abord les chanteurs, mais maintenant, depuis votre génération, on forme aussi les chanteurs au jeu. C'est-à-dire, est-ce que la dimension théâtrale pour vous a été un plaisir et ou une difficulté?
Ah ben moi, personnellement, j'adore ça. Vous savez, la définition de l'opéra à la base, si on la prend simplement, c'est du théâtre chanté. Et dans ce cas-là, est tout à fait vrai. C'est du théâtre. Mm. C'est une pièce de théâtre, effectivement, qu'on peut jouer. Et nous, Patrick, Monsieur Burgan, a rajouté la musique pour amplifier les émotions, pour rendre ça plus, pour renforcer l'émotion, l'histoire, puis ce qui se passe. Mais c'est impératif. Ah non, moi j'adore ça. Je préfère ça que d'aller faire un concert puis de faire des heures d'opéra. Ça, là, pour moi, c'est le pourquoi que je fais ce métier-là. Plus on va rentrer là-dedans, dans le jeu, puis dans le théâtre, plus je vais être content. Jean-Michel? Ouais. J'abonde là, parfaitement dans ce qu'Antoine dit. Je pense que c'est essentiel. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir que Patrick Burgon, il a écrit cet opéra-là et c'est marqué que c'est un dialogue lyrique. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de délibéré là-dedans. Parce que, comme dit Antoine, on est, on fait du théâtre, on joue au théâtre, mais on chante. Mhm. Puis, c'est sûr qu'il il y a eu des courants dans l'histoire de l'opéra où est-ce qu'on a priorisé certains autres aspects comme le chant, même il y a des périodes où est-ce on priorisait le chef même. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un aboutissement de se dire, non, on peut avoir, on peut vivre nos émotions à travers ce théâtre-là d'une façon unique, d'une façon différente. Et il faut vraiment le donner à Patrick Burgon d'avoir réussi, parce que c'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, mais c'est Patrick qui a fait l'adaptation du livret. Et je pense qu'il a vraiment là, mais tapé dans le mille en allant chercher l'essentiel du verbe pour pouvoir juste avoir assez de temps pour étirer le temps. Moi, je dis souvent ça de l'opéra, c'est que ça étire le temps. Mhm. Parce qu'on prend un peu plus de temps pour dire les mots. Quoique dans celui-là, des fois, la prosodie, Ça reste une pièce de théâtre. Et là, Mais les représentations sont à la salle Maisonneuve. Habituellement, l'Opéra de Montréal, c'est à Wilfrid Pelletier. Commencez de changer de salle pour aller à Maisonneuve pour l'opéra. agréablement surpris, je dirais. J'avais peur que je ne connaissais pas bien l'acoustique. Donc, j'avais un petit peu peur d'une nouvelle salle que je ne connaissais pas. Mais moi, ça m'a fait plaisir de faire ça dans une salle un peu plus intimiste, justement, que Wilfrid. Oui, Comment, puis en plus, à cause de l'œuvre qu'on fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une pièce de théâtre, là. Il faut que les gens soient un peu plus proches de nous, si je puis dire, et qu'ils soient capables de voir ce qui se passe aussi sur la scène. Un peu plus que quand on a du grand déploiement, puis les cœurs partout, là. Non, ça, c'est pas ça du tout, du tout. comment se passe le rapport avec le chef? Ah. Très bien. Daniel Kafka, c'est un amour. C'est quelqu'un non, mais qui est passionné. C'est vraiment un amoureux de l'art. Euh, tu parles avec lui pendant 5 minutes, puis et tu vois qu'il y a vraiment cette passion-là, là, on dirait un enfant qui parle de quelque chose qui l'émerveille. Moi, ça m'inspire énormément de sa part, parce que je suis content de voir quelqu'un qui a tout son bagage, son expérience, Oui, qui ne perd pas. il est engagé. Oh, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non, puis je le disais qu'il est engagé dans l'œuvre avec nous autres, puis tu sais, il est avec nous, là. Si je peux dire, bon, il y a l'orchestre que j'inclus, mais là, c'est un trio. On est deux, mais c'est un trio parce que une œuvre comme ça qui est très, 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 il y a beaucoup de réponses, il y a des changements de métrique, des changements. Alors que le chef soit avec nous comme ça, là, on est bien content. Dans la fosse, ce sera l'Orchestre classique de Montréal pour cette occasion. Il y aura aussi les chœurs de l'Opéra Montréal. Vous avez une autre question? Oh, j'en ai 40, j'en ai 43. J'aimerais savoir, après cet opéra qui est assez unique, est-ce que vous avez des projets que vous caressez l'un et l'autre pour bientôt?
Ben, Bon, vas-y. moi, j'ai quelques petites choses là, qui s'en viennent tout de suite après. Parce que Mhm. bien sûr, quand on se fait un horaire pour une saison, c'est rien pendant 3 mois, puis après ça, tout pendant un Ouais. mois et demi. Moi, je fais le Requiem de Mozart avec l'ensemble Caprice à la fin avril. Ça va être présenté à la Maison symphonique et au Palais Montcalm. Et après ça, je retourne à Metz où Antoine et moi, on avait présenté Enigma l'année dernière pour aller faire un opéra d'Emmanuel de Falla qui s'appelle La Vida Breve. Ah oui. Ouais. Ouais. Et Et là, on- je me suis trompée, je suis Ouais. désolée, c'est pas l'Orchestre classique de Montréal, c'est l'Orchestre Non. Musici. Ouais. C'est ça que j'étais en train de Je suis regarder. désolée, je suis désolée, j'ai fait un lapsus Et là, d'orchestre. Je dis non, non, non. Antoine, de ton côté. Ben, moi, j'ai quelques productions, malheureusement, que je ne peux nommer encore, mais qui s'en viennent, d'autres opéras. Mais à ce niveau-là, quelques concerts aussi. Mais en gros, là, ça tourne comme dit Jean-Michel, hein, nous autres, c'est pas chaque semaine. Hein, on a des moments qui sont plus chargés par la période des fêtes. Bon. Puis après ça, on est en travail, disons, d'apprentissage, disons ça comme ça. Il faut dire que cet opéra Enigma sera un événement en soi, parce que très rarement, on a l'occasion de voir deux ténors, d'entendre deux ténors sur la même scène, dialoguer. Je trouve ça fascinant, c'est un huis clos. On est vu au théâtre, on est à l'opéra, et très, très hâte de voir cette production avec vous. On Ah vous ouais. laisse le mot de la fin pour inviter les gens Ouais. avec les dates, Amenez les le bon. heures, à tous les deux. ben alors, Enigma présenté à la Salle Maisonneuve le 7 en après-midi, le 9, le 11 et le 13 à 7h30, accompagné par l'immense orchestre I Musici. Pour vrai, ils sont incroyables. Et c'est un événement unique, je trouve, qui fait honneur à ce que l'opéra est. Moi, je suis tout à fait d'accord. Puis en plus, c'est une histoire qui est facile à suivre, entre guillemets. Et vous allez vivre l'histoire avec nous dans cette production-là. La musique va vous entraîner. Et malgré le fait qu'on ne soit que deux, vous allez voir que c'est comme si on était plusieurs en même temps sur la scène, tellement ça bouille, il y a de l'émotion qui est traduite avec cette œuvre-là, qui je pense, l'œuvre en elle-même, comme elle est faite présentement, là, c'est ce comme disait Jean-Michel, c'est ça l'opéra, dans le fond. C'est pas juste souvent les grands déploiements, c'est ça aussi. C'est des choses qui sont intimistes, mais qui rendent service au texte et qui rendent service au jeu avec la musique. Alors voilà. L'émotion à Donc, fleur de peau. ah ben ça, Alors, ouais. Antoine et Jean-Michel, on vous dit toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Merci. Merci. À bientôt.